Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, BD, manga ou comics. Comme d'habitude, je vais parler en détail de chacun des titres dont je vais parler aujourd'hui avec plus ou moins de spoil. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler un titre en particulier, n'ayez pas peur, en description, il est le timer de chacun des titres. Et donc voilà, c'est dit et on commence tout de suite. Kingdom, tome 41, c'est un tome que j'ai beaucoup aimé. Déjà, il se passe juste après la révolution de la mer de Heisei, qui est un arc sympathique, mais que j'ai pas aimé plus que ça. Il était sympathique. J'ai beaucoup aimé le dernier chapitre, j'en parle, hein, où Heisei vient voir sa mère et dit t'inquiète pas, tes enfants ils sont en vie, je sais pas les tuer, c'est des petits frères, nanana. C'était épique. Mais en soi, l'arc, je l'ai pas plus aimé que ça. C'est très intéressant pour Heisei, mais voilà, moi je voulais passer à autre chose, je voulais passer à du Kanki, parce que là c'est l'arc de Kanki, alors que là on va arriver sur des arcs où on va mettre en avant les différents généraux qui ont brillé durant l'arc de la coalition. Là ça commence avec Kanki, qui va avoir un arc contre Zhao qui va être inoubliable, parce que franchement je me souviens qu'il y a des super passages, notamment on nous présente un petit peu son armée qui sont tous des dégénérés. J'ai beaucoup aimé aussi le début du tome, parce que Heisei nous raconte son plan, enfin son objectif de conquérir la Chine, donc il va unifier les 6 autres royaumes de la Chine, donc Zhao, Shu et compagnie, hein, donc les 6 autres royaumes pour faire un seul pays, la Chine. Alors, il va réussir, hein, parce que sur Wikipédia c'est marqué qu'il a réussi, que c'est le premier roi à avoir unifié la Chine, que quelques années après son règne, la Chine va à nouveau se diviser, et que si je dis pas de conneries, ça va être la fameuse époque de la bataille des 3 royaumes, qu'on a dans Dynasty Warrior ou d'autres animés et mangas. Mais voilà, c'est pas le sujet, donc épique, surtout que quand il dit « je vais remettre les 6 généraux sous les cieux », voilà, ça c'était trop classe. Donc voilà, après ça, il y a une petite discussion avec Huon, Muten et Shin sur qui va être les fameux 6 généraux. Et on dit, bah, il y a le père de Muten, il y a le père de Huon, il y a tout, il y a Kanki, ça fait 4, il en reste plus que 2. On est 3, on fait comment? Non, surtout qu'il y en a encore une autre place qui va être prise, enfin, prise. Entre guillemets, on dit, bon, elle aussi, ça va être un général sous les cieux. Donc il restera peut-être bientôt plus qu'une place. Après, il va peut-être y avoir des morts, on sait pas. En tout cas, voilà, c'était le petit début du tome. Et après, c'est la bataille avec Kanki qui fait une bataille contre Zhao et qui on présente son armée, qui est composée de plein de brigands qu'il a plus ou moins absorbés au fur et à mesure, qui sont tous des dégénérés, qui ont l'air tous tarés, qui vont bouffer des guêpes, des abeilles. Quand on dit, ouais, lui machin, il est tellement dangereux, même Kanki s'approche pas de lui tellement il est fou. Et Kanki dit, toi là, va le défoncer. C'était épique. Voilà, j'ai hâte de lire la suite parce que je sais que ça va être du gros Kanki qui va être vraiment trop classe. Je me suis lu l'intégrale des Bioméga de Tsutomu Nihai, c'est une série en 6 tomes, qu'il a fait un petit peu après Blame, si je dis pas de conneries. C'est du Tsutomu Nihai, et j'ai pas tout saisi à l'histoire. Alors, le début, c'est qu'il y a eu... Alors, il y a des colonies dans l'espace, sur Mars, il y a des gens qui ramènent des gens de Mars, parce que la planète a été... inhabitable depuis quelques années, quelques siècles. Il y a un virus qui apparaît sur Terre, on envoie un androïde, un être artificiel pour éliminer le virus, et ça part dans tous les styles. Il y a un homme ours qui se bat avec une tronçonneuse, enfin non, pas une tronçonneuse mais avec des armes, ça part vite dans l'espace. J'avoue que j'ai lu le tome, enfin les 6 tomes très rapidement, et j'ai peut-être pas suffisamment absorbé les tomes pour bien tout comprendre et tout digérer. Et en plus c'est du Tsutomu, donc des fois tu comprends pas tout forcément. Donc je pense qu'il va falloir que je relise une deuxième fois le titre pour peut-être mieux saisir certaines choses, peut-être plus calmement, moins rapidement. Mais c'était vraiment bien, j'ai vraiment bien aimé. Mais voilà, c'est du Tsutomu, j'ai bien aimé Blame, j'ai pas tout compris. Même en lisant un tome tous les 2-3 mois quand ça sortait, je comprenais pas tout, je me dis ah peut-être en lisant tout d'un coup, je comprends pas non plus tout d'un coup, voilà. C'est bizarre, c'est vraiment bien, franchement graphiquement j'aime beaucoup les passages de ville, ils sont vraiment incroyables, l'espace c'est incroyable. Ça fait en plus une parfaite transition entre Blame et Night of Sidonia parce que Blame se passe entre guillemets sur Terre, dans des souterrains, et Night of Sidonia dans l'espace, et là le héros commence sur Terre et part dans l'espace, qui fait tout doucement une transition vers son prochain titre. Je sais qu'en plus l'auteur a plus ou moins entendu que ses œuvres étaient liées, donc à voir. Mais j'avoue que j'ai pas tout saisi au titre, il faudrait que je le relise une seconde fois. Je voulais me faire un autre Tsutomu Nihai avant de commencer Night of Sidonia, et de toute façon, comme je l'ai dit, j'achète les Aposismes, la planète aux marionnettes, mais je les lis pas, parce que je veux lire tout ce qu'a fait l'auteur pour bien comprendre sa biographie, parce que je pense qu'il y a vraiment une continuité graphique et scénaristique. J'avoue qu'il faudrait que je relise une deuxième fois ce titre. Je vous le conseille, mais lisez d'abord Blame. Si vous connaissez pas Blame, lisez Blame. Vous allez voir, vous allez rien comprendre, mais c'est particulier, mais faut lire ça. Et Bioméga, je vais le relire sûrement prochainement une seconde fois, plus calmement pour bien tout comprendre. Mais super titre, mais Tsutomu Nihai oblige, on comprend pas tout.
Starving Anonymous, c'est comme d'Omega, j'ai lu l'intégralité de la série, donc à savoir 7 tomes, c'est chez Pika, et c'est pas foufou. Alors j'avais entendu parler du tome 1 qui avait pas mal choqué les gens, notamment le fait que c'était interdit au moins de 16 ans, donc gage de qualité sur une œuvre un peu plus mature, un peu plus sombre, un peu plus, voilà, violente. J'avais entendu parler que c'était assez violent, assez cru, et avec un message assez agressif, on va dire, sur la consommation. J'ai trouvé que les premiers chapitres étaient très intéressants. T'as le héros, la première page, il bouffe du McDo, il bouffe un nugget, son pote lui dit « Tu sais comment c'est fait les nuggets ?» Il fait « Oh, je prends pas les coups, je bouffe ça. » Ils se font enlever, ils se retrouvent dans une sorte d'usine où on engraisse des gens pour ensuite se faire bouffer par d'autres créatures, des aliens. Et je trouvais ça très intéressant, je dis ah c'est intéressant, il y a un petit propos, en plus c'est un peu écologique, un petit peu sur la société de consommation, sur les, entre guillemets, 1%, parce que finalement, les humains travaillent pour des aliens, mais ils sont en minorité finalement, tu dis c'est que quelques créatures pour 7 milliards d'habitants, ça fait un peu les 1%. Mais en fait, passer le tome 1 avec tous ces propos, la série se casse la gueule, ça part dans du nanar avec un mec immortel, un mec qui a été irradié à la Docteur Manhattan, qui s'est foutu injecter de l'ADN d'animaux, il peut se cloner, enfin... Le tome 1 était parfait, franchement c'était super bien. Même le côté alien, j'étais un peu sceptique, et après je me dis ah c'est intéressant. Comme je disais, le côté 1%, le côté société de consommation, on compare les humains aux nuggets, au McDo, donc voilà comment est fait un nugget, voilà, on te montre comment sont... Pas fait des nuggets, mais voilà un petit peu, il y avait cette imagerie, cette idée, avec en plus il y avait une petite histoire sur le réchauffement climatique, tu dis ah ça peut être intéressant, ça parlait d'écologie, tout ça, et dès le tome 2, et j'ai trouvé que ça partait un peu en cacahuète, et le tome 1 était super bien, et après ça s'est cassé la gueule. Je sais pas comment c'est possible de partir aussi bien, et après de se foirer pareil, ça part dans tous les sens, il y a un mec qui est immortel, qui a 4 ans, parce qu'en fait, son métabolisme évolue trop vite, parce qu'il a été évolué par les aliens, parce qu'il voulait faire... On s'en bat les steaks, voilà. ça commence bien, ça part dans du Gantz, du mauvais Gantz, en plus, avec les aliens qui font n'importe quoi. J'ai vraiment pas aimé. Enfin, vraiment pas aimé. Le tome 1, je l'ai adoré. La suite, c'était pénible, insupportable. Là, j'étais curieux de lire les autres œuvres des auteurs, mais en fait, non, j'ai pas envie. En plus, ils sont trois à faire ça, un scénariste, un concept original, un dessin. Pour ça, non, je sais pas. Peut-être un de ces cas, je le relirai, et peut-être que j'apprécierais, mais là, sur le coup, après les 7 tomes, j'ai refermé les 7 tomes, j'ai fait... Ouais, bah... C'est bien, mais... Non, c'est pas peut-être fait pour moi, mais en tout cas, je trouve que c'est un petit peu tout ce que je déteste dans le côté saison et plus, enfin interdit au moins de 16 ans, dans le sens où c'est de la violence gratuite, et il n'y a plus beaucoup de propos derrière. Le tome 1 a beaucoup de propos, et la suite, un peu moins. Je trouve que c'est un peu plus spectaculaire et un peu moins réfléchi. Ensuite, on parle de Maria de Kazuo Kamimura, un auteur que j'aime énormément pour son trait et ses femmes fabuleuses. C'est un auteur dont j'ai quasiment toute la bibliographie, il me reste 2 titres. Lorsque nous vivions ensemble et nos folles passions, donc bientôt l'intégralité de Kazuo Kamimura. Et quand j'aurai l'intégralité de sa biographie, j'envisagerai de faire une vidéo dessus parce que il y a des trucs à dire sur Kazuo Kamimura. Alors en plus Maria c'est très intéressant parce que c'est son œuvre la plus ancienne à être éditée en France. Ça date de 71, donc ça a quasiment un demi-siècle, hein, non, c'est un demi-siècle, hein, oui, 71 à 2020, c'est 50 ans. Je sais plus compter. Très intéressant, mais j'avoue que je suis un petit peu déçu parce que au dos de la couverture, on nous parle que l'auteur Stack a des tabous. Alors, je les vois les tabous, mais je trouve que c'est pas si foufou que ça. Alors, dans le manga, il y a des passages lesbiens, il y a beaucoup de passages lesbiens. Il y a un passage où on nous parle d'une relation homosexuelle. Il y a le personnage principal qui a des relations sexuelles hors mariage, qui a même un enfant hors mariage, qui couche avec des hommes à droite à gauche. Donc je pense que c'est ça les tabous. Mais ça manque pour ce titre d'explication sur c'est quoi les tabous en question. Qu'est-ce qui a choqué à l'époque, parce que, vu ce qu'il a fait 2 ans après, tous les œuvres qu'il a fait ensuite, je trouve que c'est pas... Enfin, voilà, je sens moins ce côté tabou, parce que peut-être que si je l'aurais lu en premier, j'aurais compris, j'aurais dit « Ah ouais, c'est quand même choquant ». Après avoir lu le Fluff Shinano, Lady Snowblood, Les Fleurs du Mal, ce titre paraît gentillet. Surtout que j'ai regardé un petit peu, l'école impudique de Gonagai, ça date de 2-3 ans avant. Et putain, ça c'est des trash aussi, hein, les passages où les profs essaient de violer des enfants. C'est des tabous ça aussi, donc voir des passages lesbiens, je trouve ça un petit peu mignon. Le titre reste sympathique, franchement, je vous le conseille si vous êtes curieux. Et voilà, le seul truc que je trouve dommage, c'est que Kana aurait pu faire une
au moins un petit paragraphe post-titre ou en préface. Ils l'ont fait pour d'autres bouquins de l'auteur, mais pas pour celui-ci. Il y a juste une postface sur le tome 2, sur le rédacteur de l'époque qui dit que le manga était le 3e d'une trilogie de l'auteur, que voilà, ils ont eu pas mal de lettres, mais il n'y a aucune explication sur c'était quoi les tabous en question, et c'est ça qui manque. Voilà, j'aurais bien aimé comprendre en quoi l'auteur était subversif à l'époque et en quoi il était peut-être politique. J'ai lu Maladroit de naissance de Yaro Abe, l'auteur de La Cantine de minuit, un titre que j'ai pas encore commencé, donc lancez-moi des cailloux, lancez-moi des pierres, j'ai pas encore commencé La Cantine de minuit de l'auteur. J'ai lu juste son autre manga sur le lavage des oreilles, qui était sympathique, parce qu'en fait j'avais envie de commencer La Cantine de minuit, j'ai dit je vais peut-être prendre un autre titre de l'auteur, voir si j'apprécie ou pas. C'est très spécial, ma Renaissance, parce que c'est une œuvre autobiographique de l'auteur sur son époque primaire, la relation avec son père, le fait que c'était un gamin très maladroit, qui avait pas mal de soucis. Donc c'est très intimiste, c'est très sympa, et en plus il y a un petit passage crossover avec La Cantine de minuit. Le titre est sympathique, et j'ai encore plus envie de lire La Cantine de minuit, sachant qu'il y a 6 ou 7 tomes, donc je vais les prendre au fur et à mesure, dire ce que j'en pense. En tout cas, je vous conseille. C'est une œuvre très spéciale parce que déjà c'est autobiographique, donc c'est un chapitre, une anecdote, sans vraiment de lien les uns avec les autres. Enfin, il n'y a pas de continuité, sauf que quand il y a un personnage qui apparaît comme sa petite sœur, forcément elle apparaît ensuite, mais c'est tout. Franchement, j'ai bien aimé. Je lisais ça tranquillement le soir, un chapitre ou deux avant de me coucher. Ouais, c'est pas une lecture où tu vas t'enchaîner les chapitres les uns après les autres parce que ça va devenir vite gavant, surtout que ça raconte entre guillemets pas grand chose hormis la vie de l'auteur et un peu comment il en est arrivé là. C'est sympathique, mais voilà. Si vous connaissez pas, je vous dis pas que c'est un indispensable, je pense pas que ça soit la meilleure œuvre pour commencer à découvrir l'auteur. Mimi Kaki, enfin son œuvre sur les oreilles, c'était plus intéressant, j'avais beaucoup aimé, mais en tout cas, à lire. C'est un truc à lire. Et aussi, merci à Les Âmes Noires de faire ça, parce que franchement, une œuvre autobiographique sur un auteur qui, je suis un petit peu méchant, mais n'est pas non plus mainstream, faut oser, mais voilà, bravo à Les Âmes Noires pour avoir fait ça. J'ai continué à lire des œuvres de Yoshiharu Tsuge, l'auteur de Lance Talent, une œuvre que j'ai bien aimée, une œuvre biographique de l'auteur qui revient sur une période de sa vie où il était un petit peu en doute, il voulait arrêter de dessiner, donc vivre de talent qu'il n'avait pas, hormis le dessin. Et donc ça, c'est un anthologique et c'est Cornelius sur des œuvres qu'il a écrites de 67 à 68 dans différents magazines, notamment Garo. Donc c'est un ensemble d'histoires courtes, donc ça raconte pas grand chose, c'est très intéressant quand on veut s'intéresser à l'auteur et qu'est-ce qu'il a écrit. J'avoue que pour la plupart, les histoires sont pas folles. Il a fait plein de choses, des œuvres sociales, du médiéval, du samouraï, des œuvres un petit peu bizarres. Et dans le tas, j'ai vraiment bien aimé l'histoire de la salamandre, où on suit une salamandre dans les égouts qui croise des trucs, notamment un bébé mort. Voilà, c'était très bizarre, et c'était le truc le plus intéressant, parce que le plus particulier. Mais c'est sympathique, j'ai aussi le Marais, qui est le 3e qui est sorti, et j'ai commandé La Vis, qui devrait sortir, arriver chez moi dans pas longtemps. Donc c'est les 3 œuvres anthologies de l'auteur qui retracent 3-4 ans de sa vie, donc de sa carrière. Et je sais que pour Angoulême, il y a un gros recueil qui revient sur sa carrière, comme pour Tezuka et pour Taiyo Matsumoto, que je vais prendre. Parce que là, honnêtement, j'ai bien aimé Les Fleurs Rouges, j'ai beaucoup plus aimé le Marais, et j'ai beaucoup plus aimé les histoires qu'il y avait dedans. Alors que pourtant, il a écrit ça, enfin les histoires sont plus anciennes que Les Fleurs Rouges. Mais voilà, si vous êtes curieux, allez lire L'Homme Talent, qui est l'œuvre la plus intéressante de l'auteur pour le moment. Et on finit avec The Boys, tome 4 sur 6. Alors j'aime bien, j'en parle, alors qu'il y a quelques jours, Amazon a annoncé la saison 2 avec des fucks partout sur Twitter. Le tome est vraiment sympathique, découpé en 2 grosses parties. Une partie où Huggy enquête sur un groupe qui a les Teen Titans, qui sont des gamins attardés qui n'ont jamais grandi et qui utilisent leur pouvoir de manière naze. Leur plus grand but, c'est de sauver un chat. Voilà, c'est sympathique. Ensuite, il y a Stella, si je dis pas de conneries, enfin la copine de Huggy qui lui annonce que c'est une super-héroïne. Gros conflit, Huggy qui repart chez lui et qui va bouder un petit peu. J'ai trouvé ce passage-là un peu plus long, un petit peu plus chiant. J'ai beaucoup plus aimé la première partie avec les Teen Titans. Ensuite, Huggy qui retourne en Écosse. J'ai beaucoup moins aimé, mais ça reste sympathique. Voilà, The Boys, j'aime beaucoup, il reste plus que 2 tomes. J'ai hâte de voir la saison 2. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Le tome est sympathique, mais c'est pas le meilleur de la série. Très clairement, je trouve que c'est même le moins bon pour l'instant des 4 tomes que j'ai lus. Donc voilà, c'était mes lectures. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez. Et en description, il y a des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et moi, je vous dis à plus. Continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.